L'invité du Grand Direct ce soir est un grand connaisseur du Moyen-Orient. Il enseigne d'ailleurs cette région dans deux universités prestigieuses, Bar-Ilan en Israël et Stanford aux États-Unis. Bonsoir professeur Joshua Teitelbaum, merci d'être l'invité dans ce studio. Alors, on est 4 ans après ce que l'on a appelé le printemps arabe et finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à part la Tunisie, peu de pays peuvent revendiquer d'avoir vécu ou d'avoir entretenu ce printemps arabe. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez imaginé dès le départ, que ça n'allait pas finalement gagner tous les pays arabes? Bon, c'était assez évident qu'il y a des pays qui vont, principalement les monarchies des États du Golfe, pour eux, c'est l'argent qui compte. Les gens là-bas, la population n'est pas politique, elle n'est pas très active, elle n'est pas rebelle, elle a ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Ce sont des pays aussi tribales et le régime sait, face à ces populations, se conduire. Alors on s'aperçoit finalement aujourd'hui que ce qui est en train de changer la face un petit peu de toute cette région, c'est ce qui se passe en Syrie et en Irak, c'est-à-dire l'émergence de ce califat, de l'État islamique. Est-ce qu'à votre avis, cela peut avoir justement une influence durable sur la région ? Oui, bien sûr. Cela peut influencer, oui, ce qui se passe dans la région. Mais les pays pour lesquels je suis moi spécialiste, eux aussi savent se mesurer à cela. Ces pays-là savent conserver leurs intérêts, empêcher peut-être avec un peu de retard l'arrivée de combattants sur leur zone. Et ils sont inquiets, réellement. Ils sont inquiets de combattants qui sont là-bas et qui reviennent dans leur pays. Mais face à cela aussi, ils savent se mesurer grâce à des ateliers, les cheikhs, les rois, les familles et le système tribal. Alors justement, on a assisté il y a quelques mois à quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire une sorte de dispute au sein de ces monarchies du Golfe, comme on les appelle, autour de l'attitude du Qatar. Et aujourd'hui, le Qatar semble mieux disposé puisqu'il vient de se réconcilier avec l'Égypte. Est-ce qu'à votre avis, le Qatar aujourd'hui a changé justement d'attitude vis-à-vis de ses voisins et de l'Égypte? Eh bien, le Qatar, durant des années, depuis 1995 peut-être, essaye d'augmenter sa puissance et son influence. Et elle a réussi, elle a plutôt réussi. On a tous entendu parler d'Al Jazeera, et avec Al Jazeera, on a entendu parler du Qatar. Elle sait donc agir dans ce système-là. Elle voit dans l'Arabie Saoudite un vrai adversaire dans la région et elle agit contre elle et contre ses intérêts. Dernièrement, ils sont arrivés vraisemblablement à une paix, mais je ne suis pas sûr que ce soit une paix pérenne. Je pense qu'ils nous attendent encore d'autres conflits entre le Qatar et les autres pays voisinants. Donc cette réconciliation avec l'Égypte qui a été annoncée il y a quelques jours là, ne vous semble pas profonde? C'est juste quelque chose de façade pour vous? Oui, pour le moment, je pense que c'est assez superficiel. Le Qatar, à mon avis, n'a pas fini d'entrer en conflit avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Il semble, ça pourrait être quelque chose pas de pérenne, en tout cas momentané. Alors il y avait une inquiétude de tous ces pays qui étaient l'arrivée de l'Iran, évidemment la puissance de l'Iran dans la région. Est-ce que aujourd'hui l'Iran menace vraiment des pays comme l'Arabie Saoudite, ou est-ce que il y a une sorte d'intoxication un petit peu, d'impression qui veut qu'il y ait une menace, mais en fait elle n'est pas réelle? Est-ce que pour vous l'Iran a vraiment des visées sur ces pays-là? Oui, l'Iran continue à influencer et être en conflit avec ces pays, agir contre eux. L'Arabie Saoudite est très inquiète d'un Iran nucléaire comme Israël d'ailleurs, de la position américaine aussi. L'Arabie Saoudite pense que les États-Unis n'agissent pas suffisamment contre le nucléaire iranien. L'Arabie Saoudite commence à elle-même à s'armer
et à agir d'elle-même, à commencer à adopter une politique personnelle d'elle-même, indépendante vis-à-vis des États-Unis, et elle amène avec elle aussi d'autres pays dans le Golfe, du Golfe, qui eux aussi, ces pays se sentent menacés par l'Iran. Est-ce que ça change aujourd'hui quelque chose pour Israël de voir ces pays justement parfois se quereller entre eux, être aussi obsédés par le nucléaire iranien? Est-ce que Israël a un intérêt justement aujourd'hui à avoir des relations peut-être plus avancées avec ces pays? Oui, Israël a un intérêt clair d'adopter et de développer des relations avec ces pays plus profondes. On sait par des sources extérieures, étrangères, qu'il y a des relations un peu plus étroites. Et les Israéliens qui s'occupent de ce genre de sujet, surtout les gens du gouvernement, ont tendance à parler un peu trop de ces relations. Il vaut mieux ici conserver des relations silencieuses, et oui, il faut aller ensemble avec eux. On a dit que ces pays pouvaient jouer un rôle, alors pour le Qatar peut-être négatif dans le conflit avec les Palestiniens, mais l'Arabie Saoudite pouvait peut-être avoir un rôle actif, positif. Vous y croyez ou pas? Oui, l'Arabie Saoudite peut réellement influencer les Palestiniens. Elle prend sur elle de mettre beaucoup de fonds, elle donne beaucoup de fonds aux Palestiniens, donc elle peut influencer dans une direction de la paix. Elle a elle-même d'ailleurs proposé la proposition de paix arabe avec laquelle Israël a des problèmes, et avec raison d'ailleurs, mais Israël ne prend pas d'initiative, et peut-être qu'Israël devrait elle aussi commencer à prendre des initiatives, ce qui améliorer ses relations avec le monde entier, pour Israël et aussi spécifiquement avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Et pour le Qatar alors, dont on dit qu'il est un soutien actif du Hamas, on a dit que ce soutien allait peut-être diminuer un petit peu. Vous croyez que le Qatar aide vraiment, le Hamas continue de l'aider aujourd'hui encore? Des fois, elle aide le Hamas, le Qatar. Des fois, elle ne l'aide pas, le Hamas. Et des fois, parfois, elle aide aussi Israël, d'ailleurs. Celui qui se rappelle, elle a ouvert une succursale ici en Israël, justement, pour aller contre l'Arabie Saoudite. Donc, elle peut jouer un rôle positif si elle le veut, s'il le veut, le Qatar. Je pense que le Qatar, ce qui compte pour elle, c'est qu'on la prenne en compte. C'est ça qui est important pour elle. Elle a un problème avec le mondial de football. Elle a corrompu vraisemblablement beaucoup de directeurs de FIFA. Et aujourd'hui, elle a un problème. Les gens veulent annuler le mondial au Qatar. Celui qui veut aujourd'hui mettre la pression sur le Qatar, il y a ici justement quelque chose d'intéressant à considérer, le mondial. Ouais. Alors justement, on s'inquiète beaucoup parce qu'on dit finalement le Qatar va accueillir cette compétition, va s'acheter finalement une légitimité vis-à-vis de l'Occident. Et ce sont des pays qui ne répondent pas aux critères de la démocratie tels qu'on les conçoit en Occident. Est-ce qu'il y a un choc pour vous de civilisation avec ces pays-là qui est incompatible ? Oui, bien sûr, ça, ce ne sont pas des pays démocratiques. On ne peut pas attendre de ces pays-là qu'elles soient démocratiques, qu'elles adoptent une conduite démocratique. Mais le monde agit comme il agit. Il faut parler, être aussi en contact avec des pays qui ne sont pas démocratiques. Mais le fait qu'il y ait un mondial ou pas, ce n'est pas ça qui va faire que le régime là-bas va devenir plus ou moins démocratique, non. Bon, c'est la preuve aussi que l'argent aujourd'hui permet à ces pays de s'inviter quasiment partout. Le Qatar aujourd'hui est une puissance très très forte en quelques secondes vraiment. C'est un pays qui a beaucoup d'argent, qui peut en faire beaucoup et qui peut faire beaucoup de choses à votre avis ? Oui. Et elle peut faire beaucoup dans un sens positif, mais aussi dans un sens négatif. On essaie et on espère qu'elle le sera plutôt dans une voie positive contre les frères musulmans en Égypte, mais on ne sait pas encore ce qu'elle fera sur ce point-là. Merci beaucoup, professeur Joshua Teitelbaum, spécialiste du Moyen-Orient. Vous étiez l'invité du Grand Direct. Merci à vous.